Nous allons regarder une vidéo, puis revenir pour commenter. Vous pouvez lancer, s'il vous plaît. Ce que nous devons faire, selon moi, c'est rétablir le pouvoir des caractéristiques profondément masculines dans notre société. Tu es machiste? Je veux l'être, je le suis. Je le suis. Alors, appelle-moi, et appelle-moi, je le suis. Certaines choses doivent l'être. Il faut appeler un chat un chat. Cette vidéo, candidat, du 25 avril dernier, provient d'une émission Internet que vous animiez avec des collègues. C'est une Alfa Romeo, d'accord? Avant que vous ne supposiez autre chose. Pouvez-vous clarifier cette affirmation? J'ai l'impression, en vous écoutant, que vous affichez une certaine fierté d'être machiste. Quel exemple cela donne-t-il, selon vous? Moi, honnêtement, je suis préoccupé par cela. Vous êtes un leader politique avec des partisans. Vous dites qu'il faut appeler les choses par leur nom. Vous dites je suis machiste? Par leur nom. Pour être clair, les gens ont compris mon message. Qu'avez-vous compris de ce message, répondant mesdames? au message que la figure masculine présente, le bon père, Le bon oncle. l'homme présent, le bon grand-père, cela doit être rétabli. Au lieu de discuter de la manière de rétablir l'autorité, la bonne autorité masculine. Candidat, quand on dit que vous êtes machiste, le message que cela véhicule est que c'est un discours violent contre les femmes. Si jamais vous me voyez tenir un discours violent envers les femmes ici, prévenez-moi. Je suis machiste. Il faut appeler un chat un chat. Écoute, si tu as compris la provocation, tant pis. Si c'est ce message que je t'ai transmis, je suis désolé. C'est de ça que je parle tout le temps, y compris dans cette interview. Monsieur, pensez-vous que les femmes ont compris que c'est presque un compliment? Je sais, Radinho. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai compris. Maintenant, le message que je veux aborder et ce dont je parle dans mon programme, ce n'est pas ça. Je ne vais pas rester ici à m'attacher au fait que je me suis blessé ou que j'ai donné l'impression A, B ou C. Je ne suis pas doué pour me promouvoir, mais l'idée que je défends est juste, c'est l'essentiel. Monsieur, vous vous considérez comme un homme machiste? Non, c'est une provocation. Il faut savoir quand le faire. On vient de le montrer. Monsieur, vous étiez vraiment... Monsieur, vous étiez vraiment à l'aise. Monsieur, vous étiez vraiment à l'aise. C'est rare que vous soyez vraiment en désaccord. J'ai tout vu. Tout le monde a tout vu. Je voulais juste pour conclure, parce que cela rejoint ce que vous disiez. Vous avez aussi dit, et je vous cite ici, d'accord, candidate, l'absence de présence masculine est l'un des principaux facteurs chez les jeunes qui commettent des crimes. Il n'a pas d'exemple, il n'a pas de limite, il n'a pas de structure. Nous parlons d'un pays où la moitié des foyers brésiliens sont dirigés par des femmes. Cela ne signifie pas forcément l'absence d'une figure masculine. C'est différent d'une mère célibataire. Monsieur, êtes-vous en train de blâmer les femmes pour la criminalité? La criminalité, c'est ça? Non. Non, je voulais comprendre. L'homme est le coupable, c'est lié à ça. Quand il n'y a pas d'homme, le foyer devient désorganisé et la femme élève des C'est pourquoi criminels. les familles biparentales avec père et mère sont plus fonctionnelles. En revanche, la famille monoparentale brésilienne, où l'homme ne paie pas la pension alimentaire et n'est pas présent, génère des garçons à problème. L'absence du père n'est pas propre au Brésil. Des études aux États-Unis citées par Thomas Sowell montrent que l'absence de figure masculine provoque chez les garçons indisciplinés de mauvais résultats scolaires et davantage de crimes impactant la société. Mais parce qu'avec cette impression, un candidat dont la femme ignore... Laisse-moi conclure. Ici, tu concluras. Alors laisse-moi Je vais faire. te laisser conclure. L'impression que vous n'avez pas d'estime pour ce que les femmes font dans l'éducation de leurs enfants. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Cela donne l'impression que seul l'homme compte, que s'il n'y a pas d'homme, et je ne suis pas en train de dire ici que les familles, les enfants n'ont pas besoin de père, tout le monde en a besoin. Responsabilité affective, responsabilité financière. Mon point est, quand vous dites cela, cela donne automatiquement l'impression que les foyers où il n'y a pas de figure masculine sont des foyers d'enfants en manque de repères. Ce n'est pas vrai. Allons-y. La plupart des cas de jeunes hommes qui commettent des crimes viennent de familles où le père n'est pas présent. Point. C'est statistique, ce sont des faits. Ces jeunes hommes ont aussi de moins bons résultats scolaires. Les familles monoparentales ont un revenu plus faible. Ce sont des faits. Si quelqu'un pense que mon opinion va blesser ou non, tant pis. Peut-être que je ne suis pas le meilleur communicateur du monde. Mais ce que je dis, c'est la vérité. Je dois dire la vérité pour résoudre de vrais problèmes, sans donner l'impression A ou B. C'est justement le point, candidat. Oui, je n'ai pas dit que vous ne vous souciez pas du sujet. J'ai dit qu'en lisant votre programme de gouvernement, je n'ai pas vu ce sujet être abordé. Mais je veux aussi parler des hommes. D'accord? Je veux aussi parler des hommes. Les données du Tribunal supérieur électoral lui-même, de juillet dernier, de 2026, montrent que Missao comptait plus de 90% d'adhérents hommes et moins de 10% d'adhérentes femmes. Les femmes forment la majorité des électeurs. Qu'est-ce que, dans votre message, n'atteint pas
l'électorat féminin? Pourquoi cela n'atteint-il pas, selon ces données du TSE? Monsieur le candidat, je voudrais parler de la résorption des favelas, un point sur lequel vous insistez beaucoup dans votre programme de gouvernement. Votre plan, corrigez-moi si je me trompe, promet de transformer 12 000 favelas au Brésil en quartiers en 10 ans. Ce sont des territoires où vivent plus de 16 millions de personnes. Les suivants, mesdames et messieurs. Le recensement de 2022. Il est possible que ce chiffre soit supérieur. Comment allez-vous faire cela? Parce que pour mettre en place une politique de résorption des favelas, vous allez devoir retirer les gens de ces maisons pour pouvoir installer l'assainissement, pour pouvoir leur trouver un logement. Est-ce qu'elles retournent vraiment chez elles? Où allez-vous mettre ces personnes pendant que vous menez la résorption des favelas dans le pays? Qu'est-ce qu'une politique de résorption des favelas? D'abord, c'est reconnaître que vivre dans une favela est indigne. Une personne qui vit aujourd'hui dans une favela n'est pas titulaire de droit, qu'elle a un taux de tuberculose plus élevé, un taux de grossesse chez les adolescentes plus élevé, présence endémique du crime organisé. L'anomalie urbanistique appelée favela doit être confrontée, combattue et résolue. C'est le premier point. Deuxième point. Les pays sérieux n'ont pas de favela. Les pays sérieux affrontent le problème des favelas. Je peux prendre la Chine ou Singapour, je peux citer la Colombie, l'Argentine. Des pays du tiers-monde ont connu des expériences similaires. L'Inde, par exemple, mène actuellement de fortes politiques contre les favelas. Tous cherchent des solutions. Au Brésil, on a choisi d'intégrer la favela à l'identité culturelle. Je ne pense pas que cela doive être accepté, et l'affrontement doit être urbain, structurel et culturel. Alors allons-y, chasser le crime organisé. Ensuite, évaluer la nature de la favela et de ses petites propriétés informelles pour l'instant. Dans le livre jaune, nous évoquons 4 modèles, des endroits qui présentent un intérêt économique. Je vais donner un exemple. Vas-y. Vidigal, ici à Rio de Janeiro, mais qui sont en pente. Des endroits qui présentent un intérêt économique et qui sont plats, comme marais. Ensuite, il y a des endroits sans intérêt économique et qui sont, disons, en pente ou accidentés. Et sans intérêt économique et plat. Plat, c'est-à-dire une plaine. Chacun aura une politique différente de résorption des favelas. Si un lieu a un intérêt économique, on retire l'habitant pour y bâtir des projets immobiliers, c'est ça? C'est ça? Non, bien au contraire. Vous pouvez valoriser les zones adjacentes ou amener des entreprises dans la région, amener des emplois dans la région. Mais si vous faites une enchère inversée, vous avez plus de possibilités d'attirer des investissements privés avec l'enchère inversée. Si la zone présente peu d'intérêt économique, l'investissement sera surtout public. La question de l'intérêt économique, c'est pour que vous puissiez lier la participation économique à cela. Par exemple, dans une région éloignée, à faible intérêt économique et plate, la principale problématique est l'adaptation des constructions existantes, souvent déjà en maçonnerie, à la législation, comme cela s'est fait en Argentine. Accorder à cette personne le titre de propriété. Quel est son principal problème? C'est le problème de l'intégrer au tissu urbain, d'avoir des voies d'accès. Donc une grande partie de la défavélisation va consister à transformer cela en un quartier. Planter des arbres, fournir des équipements urbains et améliorer la connexion de ces personnes au métro ou à de meilleurs accès. Si la valeur augmente, y aura-t-il des expulsions? C'est OI. On veut savoir, Stipulation, on veut comprendre comment ça va se passer. De Comment spéculation. vais-je retirer C'est une ce que nous personne sommes parce en qu'elle a train paralysé de... l'outil? Le détail. Ceci ne figure pas dans le programme. C'est d'une inhumanité énorme. Qu'allez-vous faire? La personne va-t-elle devenir propriétaire de son titre Non, parce de que je n'ai pas propriété? compris. Pourquoi? Titre de propriété. Pourquoi enleverais-je cette personne d'une maison bientôt rénovée dans un quartier qui va être réaménagé, a dit? Je ne comprends pas la question. Non, nous demandons si ce n'est pas une expulsion sous un autre nom, parce que vous consacrez un très long chapitre à ce sujet dans un programme gouvernemental. Je pense que c'est le plus grand problème social du Brésil. Donc, nous voulons, je pense qu'il est juste pour ceux qui regardent, de savoir ce que la candidate a à dire à ce sujet. Diagnostic central. La favela est un problème transversal. Elle englobe de nombreux problèmes. Assainissement, accès à l'eau, maladies comme la tuberculose, résultats scolaires faibles. Résoudre le favela, c'est traiter plusieurs enjeux urbains simultanément. C'est la plaie qui façonne le paysage urbain. La résoudre, c'est traiter plusieurs problèmes à la fois, d'où un chapitre entier sur ce sujet. Cela touche autant l'estime de soi des habitants que l'idée même d'une ville sérieuse au XXIe siècle. XXIe siècle. J'aimerais que vous expliquiez ce passage sur la démolition en 48 heures. Oui, mais c'est très clair. Si vous installez une favela, c'est une occupation illégale, nous empêcherons son développement. Qu'il s'agisse de mouvements pour le logement ou de spéculation. Sans bouillonnant, changement radical. Si, Oui. en 48 heures, tu vas construire une maison, n'est-ce pas? Disons, une personne va essayer de monter une baraque, tu dois simplement faire respecter la loi. C'est-à-dire empêcher que cette baraque soit construite. Sinon, tu n'as pas de droit de propriété au Brésil. Tu n'es pas un pays sérieux. Un pays sérieux, c'est une règle de base. Nous allons devoir inclure des satellites, du géoréférencement, pour éviter de nouvelles invasions.
Il existe une industrie de l'accaparement illégal de terres qui se produit en milieu urbain et aussi en milieu rural. C'est la même logique pour éviter par exemple l'occupation par des accapareurs de terres de zones de protection ou de zones de sources d'eau. À Sao Paulo, des zones entières de la municipalité ont été envahies. Elles ont été envahies pour construire des favelas, puis occupées par le PCC, qui organise parfois lui-même ces invasions.